Des milliards de roubles investis. Des marques historiques que l'on croyait perdues, aujourd'hui ramenées à la vie. Et surtout, une ambition affichée, restaurer le prestige de la Russie à travers un symbole fort. L'automobile nationale. Le projet, Cortège, imaginé et soutenu par Vladimir Poutine lui-même, devait être bien plus qu'une simple gamme de voitures. C'était présenté comme un acte de souveraineté, une démonstration de puissance industrielle, une preuve qu'un pays peut encore rêver d'indépendance technologique face aux géants occidentaux. Mais derrière cette image glorifiée, derrière les discours officiels et les promesses de renaissance, se cache une réalité bien plus complexe, un budget qui explose, des choix techniques discutables, des objectifs parfois irréalistes et un fossé entre le rêve politique et la viabilité économique. Alors, que représente réellement le projet Cortège? Un symbole de fierté nationale? Un gouffre financier? Ou un pari technologique qui pourrait encore surprendre? Bienvenue dans cette vidéo où l'on dévoile ce que personne n'ose vraiment dire sur Cortège. Alors, que cache vraiment le projet Cortège? Et surtout, pourquoi cette limousine d'État coûte-t-elle plus de 600 millions d'euros aux contribuables russes? Tout commence avec une phrase lâchée presque innocemment à la télévision par Vladimir Poutine: nous avons fait une limousine russe. Une déclaration forte, presque solennelle. Mais qui ne reflète pas encore la réalité. Car, au même moment, le président russe continue de se déplacer dans une Mercedes S600 Pullman Guard, un monstre blindé venu tout droit d'Allemagne. Un symbole, même le pouvoir russe dépend encore de la technologie occidentale. Mais cette phrase marque un tournant stratégique. À partir de là, le Kremlin décide de lancer un projet gigantesque, presque historique. Concevoir une limousine présidentielle 100% russe, capable de rivaliser avec les meilleures voitures diplomatiques du monde. Ce projet reçoit un nom, Cortège, ou Cortège en russe. Et il est confié non pas à une marque existante, mais à deux institutions clés de l'État, le ministère de l'Industrie et du Commerce, qui doit piloter l'ensemble du programme, et surtout l'Institut NAMI, le laboratoire automobile le plus secret et le plus prestigieux de Russie, à l'origine de nombreux prototypes militaires et scientifiques depuis l'époque soviétique. Très vite, ce qui devait être une simple limousine devient bien plus qu'une voiture, c'est un projet politique, un symbole de puissance, un message envoyé au monde entier. La Russie veut prouver qu'elle peut produire, seule, une limousine de luxe, blindée, moderne et technologiquement avancée. Malgré les sanctions, malgré le retrait des constructeurs étrangers, malgré les critiques. Mais derrière cette ambition patriotique se cache un budget colossal, des retards, des choix techniques discutables. Et une réalité, le Cortège n'est pas seulement un projet automobile, c'est un projet d'image. Un pari coûteux, risqué, mais essentiel pour le Kremlin. L'idée de départ est simple, mais extrêmement ambitieuse: faire en sorte que le président russe, les ministres et l'ensemble de l'élite politique roulent dans des voitures 100% made in Russia. Une manière de rompre définitivement avec la dépendance technologique envers l'Occident. Pour donner du poids au projet, le Kremlin rassemble autour de la table des noms historiques, presque mythiques, de l'industrie automobile russe: ZL, Chaïka, Russobalt et Marussia. Chacune devait jouer un rôle précis dans un gigantesque écosystème automobile national. ZL, le symbole du pouvoir absolu. Les ZL, ce sont les limousines d'apparat de l'époque soviétique, ces mastodontes blindés qui transportaient Brejnev, Andropov ou Gorbatchev. Avec le projet Cortège, l'idée était de redonner vie à cette tradition, en produisant de nouvelles limousines ultra blindées destinées au président, au premier ministre et aux ministres les plus importants. Des véhicules imposants, lourds, massifs, conçus pour impressionner autant que pour protéger. Chaïka, le rang intermédiaire du pouvoir. La marque Chaïka, elle, devait accompagner les fonctionnaires de rang inférieur, chefs de cabinet, hauts responsables, commandants militaires. Des voitures moins prestigieuses que les ZL, mais toujours robustes, élégantes, et surtout entièrement russes. Une sorte de hiérarchie automobile fidèle à la hiérarchie de l'État. Russobalt, le retour d'un nom centenaire. Russobalt, c'est l'une des plus anciennes marques automobiles de l'Empire russe, disparue depuis plus d'un siècle. Dans le projet Cortège, l'objectif était de la ressusciter pour créer des modèles destinés au grand public, des crossovers, berlines et monospaces, plus abordables mais inspirés du style luxueux des limousines d'État. Une manière d'exporter le prestige du Kremlin jusque dans les rues. Enfin, la marque Marussia, connue pour ses supercars futuristes, devait incarner la modernité et la performance. Elle apportait le côté sportif, technologique, presque glamour, indispensable pour rivaliser avec les grandes marques européennes. Avec Marussia, la Russie voulait montrer qu'elle pouvait elle aussi produire des voitures rapides, luxueuses, et taillées pour attirer les riches investisseurs. Au total, ce sont 4 marques russes de luxe, 4 univers, 4 ambitions différentes. Le Kremlin voyait grand, rivaliser avec Mercedes, Bentley, BMW et Audi, rien que ça. Le plan allait même plus loin, relancer des modèles historiques, modernisés pour le XXI siècle, et les proposer à la vente au public fortuné. Mais ce pari est énorme. Car dans un pays où les millionnaires roulent presque exclusivement en voitures étrangères, convaincre le marché russe du luxe d'acheter local. C'est un défi colossal. Un défi à la fois économique, technologique et politique. Mais derrière la promesse d'une renaissance automobile russe, se cache une réalité beaucoup plus lourde: le rêve coûte cher. Très cher. Le budget total du projet Cortège dépasse les 25 milliards de roubles, soit environ 625 millions d'euros. Une somme gigantesque, financée en grande partie par l'État russe et plusieurs institutions publiques. Et quand on regarde en détail, on comprend vite que cette ambition est un gouffre financier: 10 milliards de roubles injectés directement par la Sberbank et la mairie de Moscou, censés relancer une industrie moribonde.
8 milliards supplémentaires pour les équipements, les chaînes de montage et les composants techniques souvent importés, malgré le discours patriotique. Et surtout, 5,8 milliards de roubles destinés uniquement à la recherche et développement. Autant dire que chaque vis, chaque prototype, chaque test coûtait une petite fortune. L'objectif officiel, lui, semblait presque optimiste, lancer la production dès 2017, atteindre un rythme de 40 000 véhicules par an, alors même que le marché russe du luxe est minuscule. Et fabriquer dans tout ça à peine une centaine de limousines présidentielles ZIL. Le reste ? Des berlines, des utilitaires, des SUV censés séduire un public civil qui, dans la réalité, n'en avait ni les moyens, ni la demande. Et pourtant, malgré ces contradictions, les prévisions restaient euphoriques, selon les chiffres avancés par les autorités, un retour sur investissement spectaculaire, presque irréaliste. Et qui, pour beaucoup, relevait davantage de la communication que de la logique économique. En clair, un projet présenté comme un symbole de puissance nationale, mais dont les coûts, les ambitions et les promesses faisaient déjà naître le doute. Un projet qui semblait plus taillé pour flatter l'image du pouvoir que pour répondre à une véritable demande industrielle. Le véritable problème, c'est que la Russie n'avait plus aucune expérience récente dans la conception de voitures de luxe. Les dernières tentatives du NAMI, le principal institut automobile du pays, remontaient à plus de 30 ans. Autrement dit, un gouffre technologique, industriel et humain. Difficile à combler du jour au lendemain. Face à cette réalité, impossible de concevoir une limousine moderne uniquement avec les moyens nationaux. Les ingénieurs russes ont donc dû faire ce qu'ils voulaient absolument éviter, faire appel à des technologies étrangères. Le moteur principal, par exemple, il devait s'agir d'un V12 diesel de 6 litres, un bloc impressionnant sur le papier. Mais ce moteur n'a pas été développé en Russie. Il a été conçu par un ingénieur russe. Basé en Allemagne, avec des outils et des savoir-faire allemands. Un symbole presque ironique pour un projet présenté comme le fleuron du « Made in Russia ». Et ce n'était que le début. D'autres collaborations discrètes ont été envisagées, Lotus pour améliorer la tenue de route et les performances, Volkswagen pour fournir des châssis déjà éprouvés, et même certains équipementiers occidentaux pour tout ce qui touche à l'électronique embarquée, aux capteurs, à la sécurité. En réalité, derrière le discours officiel d'un projet 100% russe, on retrouvait un assemblage de technologies venues de partout. Sauf de Russie. Même le châssis, l'informatique de bord, les systèmes ABS, les airbags, les calculateurs. Presque tout devait être importé. Et c'est là que l'écart devient flagrant, les grands constructeurs mondiaux, Mercedes, BMW, Audi dépensent jusqu'à 1 milliard d'euros pour développer un seul nouveau modèle, rien que pour la partie ingénierie. Face à ça, les 150 millions d'euros prévus pour concevoir l'ensemble du projet Cortège font presque sourire. Comment prétendre rivaliser avec les géants de l'automobile quand on mise un budget X à 7 fois inférieur? Le projet Cortège n'est pas seulement une aventure industrielle. C'est avant tout un signal politique fort, un message adressé à la fois au peuple russe et au reste du monde. En relançant des marques historiques comme ZIL ou Russo-Balt, et en ambitionnant de fabriquer une limousine présidentielle entièrement nationale, Poutine veut prouver que la Russie peut s'émanciper des technologies occidentales, malgré les sanctions, malgré l'isolement, malgré la pression internationale. Cette limousine, ce n'est pas qu'une voiture, c'est un symbole roulant de souveraineté, un objet de prestige conçu pour incarner la puissance de l'État jusque dans les rues de Moscou. Une manière de dire, regardez, nous pouvons faire mieux que Mercedes, mieux que Bentley, avec nos propres moyens. Mais derrière cette façade brillante, derrière le chrome et le blindage, se cachent de nombreuses zones d'ombre. D'abord, les coûts faramineux, plus de 25 milliards de roubles, soit plus de 600 millions d'euros, pour un projet dont la rentabilité reste très incertaine. Ensuite, la dépendance technologique, ironiquement, malgré le discours patriotique, les moteurs, les châssis, l'électronique et même une partie de la sécurité sont conçus à l'étranger. Un paradoxe qui fragilise le message officiel. Et puis il y a la question sociale. Car en réalité, ce cortège présidentiel ultra-luxueux ne profitera pas aux Russes ordinaires. Ces voitures, facturées plusieurs millions de roubles, ne seront accessibles qu'à une poignée de privilégiés, ministres, grands patrons, oligarques. Le risque est donc réel, celui de créer une industrie subventionnée par l'État, mais dont les bénéfices ne serviront qu'à renforcer une élite déjà puissante. Alors, au final, une question demeure, est-ce que ces milliards investis vont réellement permettre de réanimer l'industrie automobile russe, de créer des emplois, de relancer l'innovation ? Ou bien le projet, Cortège, n'est-il qu'un nouvel outil de communication, un symbole de prestige destiné à alimenter le récit d'un pouvoir fort, indépendant, presque impérial ? Et à entretenir le mythe du leadership absolu de Vladimir Poutine ? Des milliards pour un cortège présidentiel. Une vitrine de puissance, ou un miroir aux illusions ? Le projet Cortège restera, quoi qu'il en soit, un symbole fort du nationalisme industriel de Vladimir Poutine. Si tu as aimé cette analyse, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner pour plus de décryptage sur la politique, le pouvoir et l'économie mondiale. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.